Les années 70 sont une époque riche en émotions et en péripéties. Les relations internationales politiques se complexifient et l'Angleterre, dans ce monde mondialisé, a un rôle majeur à jouer dans la scène internationale. Élisabeth, qui, comme je l'ai expliqué précédemment, a plus un rôle de figure, de représentante du royaume, va se situer dans une position centrale au niveau national tout comme au niveau planétaire. Je vous ai présenté dernièrement une Élisabeth face à ses devoirs familiaux, la mise en place du couronnement de la reine. Je vous ai présenté les prémices d'Élisabeth en politique, notamment au sein de la crise du Parti britannique conservateur. Dans cet épisode, j'ai décidé de vous présenter Élisabeth II lors des crises et guerres des années 70. Contrairement aux idées reçues, elle va avoir plus d'influence dans les rapports mondiaux que la couronne ne laisse entendre. Voici l'histoire d'Élisabeth dans les crises de la fin du XXe siècle. La communauté économique européenne, présente dans les années 60, a pour objectif d'après-guerre entre les territoires ouest-européens, ainsi qu'un développement rapide de ces territoires. Le Royaume-Uni, y voyant un intérêt, va faire une demande de candidature le 9 août 1961, rejetée, puis une seconde demande le 11 mai 1967, fortement déconseillée par la France. Il faudra attendre le 22 janvier 1972 pour que le Premier ministre britannique Edward Hughes signe à Bruxelles le traité d'adhésion à la Communauté économique européenne, confirmé par la European Communities Act 1972, voté par la Chambre des communes. La reine fait office de représentante en disposant d'une sanction royale le 17 octobre 1972, permettant au Royaume-Uni d'entrer officiellement dans la communauté le 1er janvier 1973. Le peuple, en accord avec la reine, confirme à son tour l'adhésion par référendum en juin 1975. Édouard S souhaite préparer un succès politique en février 1974 en y incluant la reine. Élisabeth II, alors en visite dans l'océan Pacifique, est vivement conseillée de rentrer au Royaume-Uni selon Édouard S afin d'appeler aux élections générales. Les élections engendrent un parlement minoritaire et S est obligé de démissionner quand les négociations en vue de former un gouvernement de coalition avec les libéraux échouent. La reine, en accord avec la majorité naissante, requiert au chef de l'opposition officielle, le travailliste Harold Wilson, de former un gouvernement. Au sein du Commonwealth sur le territoire d'Australie a lieu en 1975 une crise politique. Le Premier ministre australien Gough Whitlam est limogé par le gouverneur général John Kerr après que le Sénat refuse les propositions budgétaires de Whitlam. C'est lors de cet événement qu'on fait appel à la reine pour annuler la décision de Kerr. La reine refuse, affirmant qu'elle ne peut pas intervenir dans des décisions que la Constitution de l'Australie réserve au gouverneur général. Les tensions montent en Australie. Le couronnement de la reine ayant été effectué en 1952, il est organisé en 1977 un jubilé d'argent marquant les 25 années de règne d'Élisabeth II. Les Anglais festoient et des parades ont lieu dans tout le Commonwealth, organisées lors de la visite de la souveraine sur le territoire. La popularité de la reine est alors à son paroxysme. Attentat contre sa majesté. Durant la cérémonie britannique du salut aux couleurs le 13 juin 1981, 6 coups de feu visant la reine alors qu'elle descend The Mall sur son cheval Burmese retentissent. Les coups de feu seraient d'origine de cartouches à blanc. Cela coûtera au tireur Marcus Sargent une condamnation à 5 ans de prison sur le territoire. Le sang-froid et le contrôle de la monture par la reine se fait notamment remarquer. En automne de la même année, on localise la reine dans la ville de Dunedin en Nouvelle-Zélande, là où une tentative d'attentat par Christopher John Lewis, ado de 17 ans, est produit contre la reine. Il tire un coup de feu avec un 22 long rifle depuis le 5e étage d'un immeuble surplombant la parade royale lors de la traversée de la reine, en direction de la foule massée à la sortie du musée Otago. Les tests balistiques de la police affirment que le tir était loin d'être cadré. Ce tir perdu lui coûtera de la prison. L'année suivante, en période d'été, le 9 juillet 1982, la reine est réveillée dans sa chambre au palais de Buckingham
par un intrus dénommé Michael Fagan. Les dires de l'époque décrivent une discussion d'une dizaine de minutes avant que la sécurité n'intervienne. Michael Fagan contredit ses propos. Cela créera une crise interne et des critiques sur la compétence des officiers de service, ainsi que du commandement interne de Buckingham. La guerre des Malouines. Le conflit des Malouines est un conflit entre l'Argentine et le Royaume-Uni dans les îles Malouines, mais aussi en Georgie du Sud et les îles Sandwich du Sud. Les hostilités démarrent en avril 1982, causées par le débarquement de l'armée argentine. Le conflit d'envergure cesse le 14 juin 1982 par la capitulation de l'Argentine, victoire britannique permettant au Royaume-Uni d'affirmer sa souveraineté sur ses territoires. Un élan patriotique britannique est constaté. Tous les regards sont tournés vers Margaret Thatcher, qui connaissait une impopularité de ses réformes budgétaires sévères de la population. Cette guerre la ramènera au pouvoir lors des élections nationales de 1983. La reine est inquiète de son côté toute la durée du conflit. En dépit, son deuxième fils Andrew participe à la guerre en tant que pilote d'hélicoptère, et on distingue une certaine fierté de cet événement suite à la victoire. Dossier canadien. Les relations s'effritent entre la reine d'Angleterre et le premier ministre du Canada, Pierre Elliott Trudeau, père de Justin Trudeau, considérant la monarchie comme un emblème du passé, ayant en tête d'affiche les idées de progrès. Le retrait des symboles royaux britanniques sur les emblèmes du Canada lors de son mandat sont sujets de tension. Il faudra attendre que des politiques canadiens aillent jusqu'à remonter jusqu'au palais de Buckingham en Angleterre, à la recherche d'une réconciliation entre les deux États. Le mal est fait. Crise de la Grenade. Ronald Reagan, président américain, est accueilli au château de Windsor en juin 1982 par la reine Elisabeth. Les retrouvailles se présentent en Californie en février 1983, afin de discuter du territoire communiste de la Grenade. Malgré les oppositions de la reine, l'administration américaine lance l'invasion de la Grenade en octobre 1983 afin de renverser le gouvernement grenadin d'orientation communiste. Territoire ayant intégré le Commonwealth, la représentante est la reine d'Angleterre. La reine se sentira indirectement menacée par cette attaque non informée au préalable. La crise des Fidji. Au printemps 1987, le gouvernement démocratique fidjien se fait renverser par un coup d'état militaire. La reine Elisabeth, monarque des Fidji, soutient les efforts du gouverneur général Penaya Gunulu pour mettre en place le pouvoir exécutif et trouver une sortie à la crise. Le militaire représentant du coup d'état Stivieni Rabuka, Vir Ganilo, sanctionne la couronne en abolissant la monarchie instaurée 113 ans auparavant. Nous sommes alors en 1990. De nouveaux défis vont se présenter à la reine Elisabeth. La guerre du Golfe, démarrée en août 1990, va opposer les États-Unis, coalisés avec d'autres États, en conflit avec l'Irak suite à l'annexion du Koweït par lui-même. Le 17 mai 1991 annonce la victoire des coalisés, où il sera demandé à la reine britannique de s'adresser au Congrès. Son discours se marquera par sa neutralité. Certains croient que le pouvoir s'accroît à partir du canon, d'une arme à feu. Cela peut advenir, mais l'histoire nous montre que cet accroissement n'est jamais bon ni durable. La force, en fin de compte, est stérile. Nous avons fait mieux. Nos sociétés reposent sur un accord mutuel, sur un contrat et un consensus. La reine va prendre ses distances vis-à-vis des États-Unis, qui n'a pas de relation directe, ne faisant pas partie du Commonwealth. C'est le territoire d'Afrique du Sud où, selon les dires du Canadien Brian Mulroney, déclare qu'Elisabeth aura un grand rôle en coulisses à jouer pour éviter des conflits majeurs suite à l'apartheid en Afrique du Sud. Convié par Nelson Mandela au printemps 1995, premier président noir d'Afrique du Sud, il est décidé qu'elle va y résider une semaine pour cause la célébration de la fin de l'apartheid et la réintégration du pays au Commonwealth, où elle prononce un discours incroyable sur la jeunesse sud-africaine à Port Elizabeth afin de reconstruire la nation. Déplacements, prise de parole, bouleversements, conflits d'intérêts ont la félicité des médias et les affaires de la famille royale fait la une des médias, notamment les révélations sensationnelles dont la véracité des propos reste parfois à vérifier. Kelvin McKenzie au journal The Sun s'exprime: donnez des frasques de la famille royale, n'ayez crainte de la véracité dans la mesure les conséquences sont minimes. Donald Trelford, un autre rédacteur dont la neutralité n'en est pas moins exacerbée, s'exprime lui aussi. Le feuilleton royal a un tel degré d'intérêt public que la frontière entre fiction et réalité a été perdue de vue.
Ce n'est pas simplement que certains journaux ne vérifient pas leurs informations ou refusent d'accepter les démentis. Ils ne se soucient pas de savoir si ces histoires sont vraies ou non. Les relations entre la reine, la famille royale et la presse ne feront que se détériorer jusqu'à un point culminant. La presse va estimer la richesse personnelle de la reine bien supérieure aux données fournies par le palais. Ajouter à cela les révélations d'adultère, de mariages tendus dans la famille royale, affaiblissant par la même occasion la représentation monarchique britannique. Passage des enfants de la reine à un jeu télévisé du nom It's a Royal Knockout est tourné en ridicule dans la presse et la reine devient la cible des moqueries. Élisabeth en 1992 va s'emparer du terme Annus Horribilus, traduit par année horrible lors d'un discours marquant ses 40 années de règne. La presse partage. Le prince Andrew d'York et son épouse Sarah Ferguson se séparent. Sa fille, la princesse Anne, divorce de son époux Max Philippe. Huée par une foule lors d'une visite officielle en Allemagne, la presse se moque, la presse critique, accroissant le désamour du public. Novembre de la même année, château de Windsor est touché par un incendie. Élisabeth, désemparée, se confie lors d'un discours. Toute institution doit s'attendre à des critiques, mais elles doivent être réalisées avec une touche d'humour, de délicatesse et de compréhension. Le Premier ministre John Major annonce une réforme des finances de la monarchie qui se traduit par une réduction de la liste civile et oblige le souverain à payer un impôt et le revenu pour la première fois de son histoire. En décembre 92, le prince Charles et son épouse Diana Spencer annoncent officiellement leur séparation. L'année 1992 aura le mérite de son surnom, la reine dans Annus Horribilis. Suite aux événements d'actualité, j'ai décidé de faire un autre épisode sur l'histoire de la reine. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous avez appris des choses concernant la reine Elisabeth récemment décédée. Si vous souhaitez une vidéo sur Elisabeth en relation avec Margaret Thatcher, Elisabeth et Diana, ou bien les relations d'Elisabeth vis-à-vis de l'Irlande, manifestez-le moi en commentaire.